9 heures du matin en Californie, là où j'habite, et il est 18 heures à Paris, où on a Thierry Dupin qui est avec nous. Bonjour Thierry. Et bonjour à tous. Et bonjour Gérard Rio qui est avec nous aujourd'hui. Donc toi, Bonjour. Gérard, où est-ce que tu habites? Actuellement, jusqu'à la fin du mois, je suis en Bretagne et après, je pars dans les gorges du Tarn. Ok, parfait. Alors aujourd'hui, on a invité pour toute la durée de cette émission, donc Gérard, qui était il a été secrétaire de la Fédération française de skate, puis président de la Fédération française de skate. Il va nous expliquer tout ça. Il a été directeur de club de skate à Paris, dans le 13e arrondissement. Il a été organisateur de tournées et de compétitions. Et puis, c'est une des personnes, je pense, qui était un petit peu dans l'ombre parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le connaissent, mais on a besoin de ces personnes qui sont dans l'ombre et qui nous aident à promotionner le skate, à promouvoir le skate, parce que si on n'a pas ces personnes qui travaillent dans l'ombre, nous, on ne peut pas progresser en tant que skateur. Et ça, on va également en parler avec lui parce que nous, en tant que skateur, on est tous un petit peu des pirates et on n'a pas envie d'être fédérés et d'appartenir à un groupement, à une association, etc. Je sais qu'il y a plein de gens qui font des do-it-yourself skateparks dans toute la France et c'est bien, félicitations. Mais si on veut vraiment avoir des bons skateparks, que les municipalités nous aident, etc., etc., il faut qu'on ait une fédération forte. Et probablement tout ça, on va en parler avec Gérard. Donc, Gérard, ben, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Enchanté. Alors, avant de commencer, je voulais vous dire que on est en direct. Donc, on est en direct. Ça veut dire que vous pouvez nous poser des questions. Si vous avez des questions à poser à Gérard, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez des commentaires également. Et puis, également, je voulais vous rappeler que on a Thierry. On fait cette émission parce que Thierry a sorti un livre il y a un mois et demi. Maintenant, tu as ton livre à côté. Voilà, c'est ça. Donc, ça s'appelle Les Mémoires du skateboard. Et alors, c'est un livre extraordinaire parce qu'il raconte tout le skate depuis le milieu des années 70, un truc comme ça, non? Oh, ça commence aux années 50. Oh, ça, ok. Alors, Ah donc, oui, oui, il y a tout l'historique. ok. Donc, il y a vraiment plein de choses. Alors, moi, j'ai regardé au début, à partir des années 70, parce que comme on invite déjà, on a plein d'invités à partir des années 70, mais donc, c'est vraiment un endroit où on peut trouver toutes les informations. Moi, je m'en sers énormément pour organiser les interviews parce qu'il y a, évidemment, tout ça, ça s'est passé il y a 40, 50 ans, donc on ne se souvient pas de tout. Et donc, c'est vraiment un travail extraordinaire que Thierry il a fait. Je sais que ça lui a pris plusieurs années pour écrire ce livre. Il peut, on espère le tome 2. Il va y avoir un tome 2 ou pas? Ouais, tenez-vous bien que j'étais sur 650 pages. Ouais. Et pour des questions de coût, et là, c'est vraiment un frein, effectivement, le prix à 42 euros. Voilà, c'est un gros frein. Mais imaginez le double. Donc, non, c'était pas possible. Il a fallu que je réduise la voilure. C'est ce que j'explique souvent, y compris la qualité de la couverture, parce que c'était les couvertures style BD bien dures et ça faisait trop cher. Hein. Pour acheter un livre à 80 euros, non, c'est pas possible. C'est pas viable. Donc, après, le faire au format poche, style roman, oui, mais sans photo, sans rien, ça n'a aucun Ouais. intérêt, parce que voilà, ce qu'on recherche aussi en tant que skateur, c'est d'avoir de belles images et des choses qui sont beaucoup plus visuellement parlantes. Bon, en tous les cas, c'est un historique complet et c'est une autobiographie. C'est-à-dire que c'est mon parcours personnel d'hier à aujourd'hui, pour ainsi dire, et qui aborde tous les sujets techniques, pratiques, sécurité, et j'en passe, institutionnel, fédéral, toutes les contraintes, les compétitions. Tout dans la chronologie. Donc, je passe en revue au moins 4 décennies facilement. Hein. Donc, c'est quand même un gros, gros boulot et je l'ai commencé il y a 30 ans et je l'ai repris l'année dernière pour le boucler en vue des JO, qui est un excellent tremplin, bien évidemment. Mais bon, j'avoue que ils s'en vont pas des masses non plus. Hein. C'est pas un best-seller, hein. Enfin, du moins pour l'instant. Et je suis C'est pas un roman noir. ouais, Il n'y a non, personne non, qui est mort à la fin du livre. mais des Américains m'ont demandé de le traduire et c'est ce que je suis en train de Ouais, faire. Donc ouais, c'est ouais. vrai que les Américains, c'est un grand pays, quoi, une grande nation. Et
peut-être que ça intéressera du monde là-bas aussi. Mais les Français sont frileux, hein, ils préfèrent acheter une board qu'un bouquin comme ça, c'est certain. Mais c'est quand même l'histoire, et moi je suis quand même fier et heureux de laisser une trace écrite, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a une méconnaissance de tout ça, et je pense que c'est hyper important pour ceux qui se penchent un peu sur l'histoire de leur passion. Ouais. Mais je crois que quand le livre va être écrit en anglais, alors évidemment pour les États-Unis c'est important, mais il y a également beaucoup de personnes qui parlent pas le français, quoi. Je pense aux Anglais, aux Allemands, aux Néerlandais, aux gens qui habitent en Suisse, tout ça. Même quelquefois les Italiens préfèrent parler en anglais et aussi les Espagnols. Donc c'est bien, ça va être bien pour le marché américain, mais c'est aussi très bien pour le marché européen parce qu'il y a plein de gens qui malheureusement quoi parlent pas français et malheureusement ou heureusement quoi l'anglais est la langue universelle, donc quand tu publies quelque chose en anglais tout de suite tu as le monde entier qui va l'acheter quoi. Alors évidemment je pense aussi à l'Australie parce que c'est un grand pays du skate, les Brésiliens aussi c'est un très grand pays du skate. Alors évidemment, traduire ça, on peut pas traduire dans toutes les langues, quoi. Mais bon, mais félicitations, c'est un bon début. Donc on attend la version en anglais et puis on sera ravis de l'acheter. Et tu sais, $40, c'est pas très cher. Hein. En fait, c'est le prix parce que c'est un beau livre. C'est pas, tu vois, c'est pas un livre de poche à 9 euros, quoi. Tu vois, 40 là, c'est ce euros. que je disais à une célèbre skateuse qui me disait. Là, il y a le livre de Rodney Mullen, il est à 38 euros, donc ça, on va dire 40 euros, Ouais. 4 euros de différence, mais il n'y a pas 350 pages quand même. Voilà la différence aussi. Ok, donc on va revenir avec Gérard. Alors Gérard, bon, donc merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc on est là à peu près 40 minutes. Donc on a le temps de raconter. Waouh, il y a plein de choses à raconter, non? Alors ce que j'aimerais qu'on commence, c'est comment tu as connu le skate et surtout, j'ai cru comprendre que toi, on t'avait invité à un séjour aux États-Unis en 1973. Et donc, c'est ça qui a été le déclic. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça? Tout à fait. D'abord, je vais faire une tout petite aparté pour démarrer. Je connais les problèmes de l'édition parce que moi, j'ai été vice-président des écrivains bretons pendant plusieurs années et j'ai publié des romans d'aventure sur le roller skate. Ah. Donc, je sais, j'en ai publié 4-5, mais j'en ai vendu à peu près 800 de chaque quand même. Ah, c'est bien. Mais en faisant plein de salons, les salons du livre. Il n'y a que comme ça qu'on se fait connaître, hein. Autrement c'est difficile. Ouais, faut faire bien sûr, c'est difficile. Avec des signatures et tout. La problématique actuelle, c'est que là, le groupe Hachette, qui est quand même un gros groupe, qui l'a diffusé vraiment dans le monde entier, j'en reviens pas parce qu'il est sur je ne sais trop combien de sites dans tous les pays, c'est qu'ils ne reprennent plus les invendus. Et parce que c'est comme ça maintenant, parce qu'il y a trop de pilons, il y a trop de pertes, il y a trop de gaspillage. Donc, c'est un frein aussi, parce qu'un libraire, il dit tiens, je vais en prendre 10, 20, et puis je vais en vendre 3, et si on ne les reprend pas, ben, je suis marron. Donc, c'est d'où la difficulté. Bon, après, comme tu dis, les romans, c'est peut-être différent, il faut faire des salons, comme tu dis aussi. Mais moi, dans les romans, comme toi, il y a des héros. Et quand ils achètent le premier, ils achètent les suivants parce que c'est des héros d'aventure. Oui, voilà, on ferme la parenthèse, là, on va parler de skate. Parle-nous de ta découverte du skateboard, les conditions et comment. Bon, allez, à l'époque, j'ai commencé à travailler en 71 aux établissements Impeco, qui était un importateur de matériel de sport. Et j'étais chargé du tir à l'arc et de la divulgation du tir à l'arc en France. Et à ce sujet, donc, mon patron m'a dit, je te paye un voyage aux États-Unis et au Canada pour aller visiter les usines de tir à l'arc et de flèches. Donc, je suis parti à Los Angeles. Et en arrivant à Los Angeles, après des péripéties, je me suis retrouvé sur les plages où il y avait tous les pratiquants de skate et j'avais pratiquement pas vu ça à Paris à l'époque, c'était très 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 rare. Et donc ça m'a intéressé a priori, donc je me suis retrouvé avec le directeur de l'usine qui m'a dit je ne te
laisse pas l'hôtel là-bas, je t'envoie dans ma résidence. Alors, il m'a logé dans la résidence de Beverly Hills, qui était une villa somptueuse qui avait appartenu à Errol Flynn. Et là, à Beverly Hills, il y avait aussi des jeunes qui faisaient du skate dans la rue, pas autant qu'aujourd'hui, mais il y en avait quelques-uns. Donc, plus j'avançais dans ma visite, plus je découvrais des choses assez nouvelles. Et quand je suis parti, au bout de 3-4 jours, après avoir visité des tas d'usines, j'ai seulement appris à ce moment-là que mon hébergeur était un des grands danseurs qui avait joué dans West Side Story. Et je l'avais pas reconnu puisqu'il avait pris 100 kilos pratiquement. C'est-à-dire, il était devenu énorme. Et ensuite, après ça, on m'a expédié, c'est le cas de le dire, à Toronto, où il y avait une autre usine à visiter. Et là, le directeur de l'usine, après m'avoir fait visiter l'usine, m'a dit, on va aller se promener sur le lac Ontario en voilier avec mes enfants. Il avait un magnifique voilier. On est allé jusqu'aux chutes du Niagara. Et en revenant, les gamins se sont mis à faire du skate dans la rue à côté de chez lui. Et là, ils étaient très forts. Ils faisaient déjà des handstand kickflips, tout un tas de trucs. Alors, j'ai trouvé ça formidable. Je me suis dit, ça serait très bien qu'on l'importe en France. Ça existait déjà, mais à l'échelon confidentiel. Et donc, quand je suis rentré, j'ai demandé au directeur de prendre des contacts aux États-Unis. Chose facile pour lui parce que son oncle était propriétaire de la plus grosse boîte d'articles de sport des États-Unis qui s'appelle Garcia Sport. Il avait un tonton en Amérique. Voilà, il avait tout ce qu'il fallait déjà, tous les points pour les contacts. Et il était déjà en contact avec Hobby Cat. Ouais. Et c'est à ce moment-là que le tonton aux États-Unis a dit c'est pas grave, je vous paye le voyage de champions américains en France pour faire des démonstrations. Ouais. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Hobbycat, c'est une société qui a fait faillite, je crois que dans le milieu des années 80, et ils faisaient beaucoup de bateaux, mais au début, ils ont fait du skate, et c'était des skates de très bonne qualité, je crois. Enfin, je sais que c'était des skates de très bonne qualité, je le sais. Ah oui, Hobby, c'était le pionnier. Hein. Mais ils étaient invendables en France parce qu'ils étaient 3 fois trop chers. Oui. Trop bonne qualité, quoi. Ouais. Non, mais à l'époque, on n'avait pas autant de fabricants que maintenant. Maintenant, tous les artisans se sont mis à faire des skates. Mais à l'époque, quand vous parliez de contreplaqué, contre-collé, on vous regardait avec des gros yeux. Il n'y avait que les bricoleurs qui arrivaient à en faire, si vous voulez. Oui. Alors, moi, je me souviens qu'avec Thierry, on voulait une planche de. Alors, je me souvenais pas qu'elle était de Hobby, mais Thierry m'a dit l'autre jour, la Maharaja. C'était une planche extraordinaire. Il faisait il y avait des pubs dans Skateboarder Magazine. Et je crois que toi, Thierry, tu l'as acheté ou c'est Jean-Pierre qui l'avait acheté, mais on en a eu une au Team Banzai, je crois. Oui, c'est la femme à Jean-Pierre qui avait ramené ça de son escale à Los Angeles. Et elle nous faisait tous rêver, petits Français, parce que c'était la première planche en différents plis de bois exotiques. Magnifique. C'était somptueux. C'était bien avant les Sims Tapper Quick, quoi. C'était une planche magnifique, quoi. Bon, franchement, rouler là-dessus, la peur de rayer. Non, mais à l'époque, si tu veux, il y avait la majorité des planches étaient à fibre de verre. Elles étaient très lourdes. Oui, voilà, fibre de verre, oui, exact. Oui. Donc, ils ont commencé à sortir des planches en contre-collé en bois, mais tardivement. Il y en a eu d'autres qui se sont lancés dans la fabrication dans l'intervalle. Et bien sûr que c'est pas eux qui ont lancé le skate en France, mais quand ils sont venus, donc on est allé au stadium, on a fait une grosse démonstration au stadium avec la presse, la télévision. Ensuite, on est allé à Toulouse. Alors, raconte ce que c'est le stadium, parce que évidemment, toi, moi et Thierry, on sait ce que c'est le stadium. Mais est-ce que tu peux nous dire en une minute qu'est-ce que c'est le stadium? Pourquoi c'est important le stadium? Le stadium, à l'époque, c'était une des grandes salles équipées avec un sol qui permettait de faire du skate et des sports sur roulette en général. Parce qu'ils avaient un revêtement de sol qui était assez lisse et à Paris, il n'y avait pas beaucoup de possibilités à l'époque. Et moi, ayant des relations, parce que mon club existait déjà avant avec la ville de Paris, on m'a prêté tout de suite le stadium.
Ouais, ouais. Et le stadium, c'était vraiment génial parce que pendant plusieurs années, je crois qu'on avait 1 ou 2 journées par semaine, c'est ça? On avait un créneau horaire où il fallait y aller, il fallait le respecter, non? Oui, Je Oui, oui, me alors, c'était. souviens bien, Thierry? c'est ça. On avait les mercredis et samedis, on avait des créneaux horaires, et autrement, c'était occupé en permanence par les patineurs, et je dirais les patineurs de l'ancêtre du roller en ligne, parce qu'ils Oui, avaient voilà, comme une lame avec des petites roulettes en dessous, oui. et c'était comme agencé comme une patinoire, en fait, hein, avec les Oui, oui. coursives, pareil, quoi. Mais sauf que nous, on avait été étonnés la première fois qu'on avait vu ça, on dit, tiens, il fait pas froid. Mais en fait, non, c'était sec. Ouais, c'était un revêtement, une sorte de plastique, de polymère, je ne sais pas ce Alors, que ça c'était. s'appelait du macrolon. C'est Ouais. un, c'est Oui, c'est ça. un mélange à base de nylon, quoi, on va dire. Oui, Ah, mais c'était très ça fibreux. existe, ça existe toujours, ce jeu, puisque pour les fêtes de Noël, plein de villes font des démonstrations de patins ou de rollers sur ce revêtement-là. Ça existe toujours. Alors donc pour la petite histoire, donc effectivement à Paris il y avait le Trocadéro bien entendu, et puis il y avait aussi pour les gens un petit peu plus branchés le Stadium où alors quand je dis branchés en fait je veux dire les gens qui étaient au courant quoi. Et donc c'est à l'endroit où on pouvait s'entraîner pour faire du freestyle et des choses comme ça parce que le Trocadéro évidemment c'était très très bien, mais au bout d'un moment il y avait vraiment trop de monde et c'était vraiment notre endroit à nous où il y avait que nous les skateurs qui y étaient. Donc, on était un petit peu protégés, quoi. Et il y On avait s'y entraînait. déjà la construction à Issy-les-Moulineaux, il y avait déjà un skatepark qui s'est créé dans cette période. Et il y en avait un autre dans le nord de Paris, Mhm. une grande piste où les gars allaient parce que c'était gratuit, À la Villette. à la Vidette. Ah ouais, Ah ouais. oui, non, c'était pas Alors, gratuit, hein. alors raconte-nous donc le stadium. Donc, c'est toi qui a organisé donc la venue du team Hobby à la Villette. Tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Donc, tu nous as dit que ton directeur avait un oncle aux États-Unis qui connaissait les fabricants de Hobby. Donc, c'est grâce à ça que le team est venu, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et on les a bien reçus parce que c'est la première fois que j'ai conduit une Mercedes. On m'avait Waouh! loué le Mercedes pour les véhiculer dans Paris. Je m'en souviendrai tout le temps. Et les emmener de l'hôtel aux différentes attractions, etc. Ils étaient ravis. Et ensuite, on a pris un train de nuit pour aller à Toulouse. C'était pareil, c'était une découverte pour eux. On a voyagé toute la nuit dans le train et on a fait la démonstration sur la place du Capitole, qui était aussi une surface qui permettait de faire du roller et du skate. Donc, ça, Alors, à ce sujet-là, Xavier, il y a une vidéo, une archive INA qui a couru un petit peu sur les réseaux sociaux où on voit justement ton interview, Gérard, et les deux champions américains au stadium. Ça dure 3 minutes, hein, mais c'est quand même une archive. Je l'ai vu par accident il n'y a pas longtemps sur Internet, mais je ne l'ai pas copié en plus. C'était la seule fois que je voyais quelque chose d'ailleurs sur le stadium. Parce que j'en ai fait plein des démonstrations avec la télévision, mais ça, c'était vraiment le tout début. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les deux champions qui sont venus, c'était pas tout le team, parce que le team, ça représentait une dizaine de riders, Tout à y fait. compris de surfeurs. C'était les deux grands leaders qui étaient Mike Weed Oui, et Bob Skolberg. oui, oui, Alors, c'est ce ça. qu'il faut savoir, c'est que Bob Skolberg, il était très polyvalent aussi, et son point fort, c'était la vitesse. Et il avait battu un record mondial de descente en skateboard caréné. Vous savez, les fameuses ouais, luges ouais, ouais. avec des rives, ils avaient même mis des petits parachutes comme pour les courses de dragster pour freiner. Et il avait eu un très très grave accident. Il est resté dans le coma. Il est resté des mois et des mois hospitalisé. Il était cassé de partout. Ça, c'est la petite anecdote concernant ce rider célèbre de l'époque. Ouais, Et ouais. Mike Weed était vraiment très très fort en freestyle. Il avait fait une très très belle démonstration au stadium d'ailleurs. On avait eu des problèmes avec le public d'ailleurs parce que la démonstration, on avait les créneaux horaires assez limités et arrivé en fin de créneau, on nous poussait à partir, etc. Et il y avait tout le public qui hurlait. Et je me souviens pour qu'il continue à faire des démonstrations, des sauts, des choses comme ça.
Oui. Alors, ce dont tu parles, Thierry, moi je me souviens très bien parce qu'il y avait des reportages sur Skateboarder et il y avait également un film. À l'époque, il n'y avait pas de film de skate, mais il y avait des extraits de skate dans les films de surf. C'est Et je me ça. souviens qu'il y avait un des films, je crois qu'on avait été le voir ensemble au PAX à Oui, Biarritz, où donc il y avait un petit reportage, ça durait 3-4 minutes, mais on voyait évidemment, effectivement. Donc l'endroit, c'était à La Costa. C'est un endroit qui s'appelle La Costa, c'est ça. du côté de San Diego. Et à l'époque, c'était un lotissement qui était en construction. Et donc, il y a une dizaine d'années, donc ils ont fait tous les anciens quoi, ont fait un pèlerinage à la Costa. Et maintenant, il y a des maisons partout, avec des arbres partout. Et ce serait impossible de le faire maintenant. Et quand on voit les photos de l'époque, il n'y avait rien, il n'y avait même pas d'arbres. Il y avait juste une longue descente énorme. Et effectivement, c'est un des endroits mythiques du skate, même s'il a été mythique quelques années, quoi, parce que quand ils ont commencé à construire les maisons, ben, évidemment, les propriétaires n'étaient pas trop d'accord, quoi. Mais c'est vraiment un endroit extraordinaire. La Costa, et tout, on appelait ça les coffins, ce qui veut dire en français, c'est comme on dit là, on met les gens qui sont morts. Euh, coffin. Vous regardez dans le Ouais. dictionnaire. Pas un cimetière quand même. Non, tu sais, c'est la caisse en bois, là, j'ai oublié le Ah, nom. le Oui, le cercueil. cercueil, voilà, voilà, Ouais, voilà, voilà. oui, Ils oui, appelaient ça oui. le cercueil. Ouais, ouais. Oui, 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 oui. Effectivement. Mais il y avait toutes les légendes là-bas à la Costa, hein, les Bruce Logan, toute la famille Logan, il y Ouais. avait Henri Esther, ça a fait la une et ça a fait plusieurs numéros de Skateboarder Magazine. C'était vraiment le spot par excellence de descente, de slalom, y compris même de saut, hein. Ouais, 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 ouais. À l'époque, il n'y avait pas Internet et pourtant l'information a circulé vite. Parce que quand C'est on ça qui est organisait incroyable. une C'est ça. compétition comme ça, il y avait des skateurs qui débarquaient de partout. Je sais pas comment, c'était le téléphone qui marchait probablement parce que il n'y avait pas Internet, hein. Ben, il y avait que le bottin, le téléphone, et quand on ne trouvait pas par ces moyens-là, il fallait rejoindre des lieux de socialisation, c'est-à-dire les points de vente. Les points de vente ou les clubs. À l'époque, c'était comme ça. Alors, donc, on continue. Donc, ils sont restés combien de temps en France, ces gens de hobby? Oh, ils sont pas restés très longtemps, ils sont restés 3 ou 4 jours, hein, pas plus, Ah, hein. ok. Ok, mais c'est important parce que est-ce que c'est le premier team américain qui est venu ou pas? Oui, 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 oui. Oui. Apparemment, oui, parce que en France, on savait pas ce que c'était, à Non. part des gens comme Marquand qui étaient un peu dans le milieu. Les autres savaient pas ce que c'était. Alors, donc, je ne sais pas si c'est chronologique, mais bon, il y a aussi un événement très, très important dont tu t'es occupé. C'est le Grand Prix du skate au Trocadéro en avril 78. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Bah, c'est une compétition qui a été assez difficile à organiser parce que qui dit compétition au Trocadéro, il y en a eu plusieurs et de plus en plus au fil des ans. Mais cette compétition, la ville de Paris, d'abord pour obtenir le Trocadéro, fallait se lever de bonne heure. Ensuite, vous avez toute une organisation à faire pour mettre les rampes, pour mettre les modules, etc. Les barrières de police à faire venir. Et on voit là au fond, il y a une rampe. Monter la rampe, la démonter. On nous donne des temps limites à chaque fois pour monter et démonter. Et ensuite, des choses auxquelles on pense pas, mais l'organisation des toilettes. Alors, il fallait louer des cabines de toilettes puisqu'il y avait des milliers de personnes, hein. Oui, c'était vraiment une compétition très importante à l'époque. Ah bah, on voit sur la photo, là, c'était noir de monde jusqu'en bas du Trocadéro, hein. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme épreuve d'organiser? Bon, il y avait tous les épreuves classiques du skate. Il y avait du free, bien sûr. Il y avait de la descente, du slalom et de la rampe. Et du saut. Et du saut, bien sûr. J'oublie toujours le saut parce que c'était un des premiers trucs que Thierry connaît bien parce qu'à la tête et les jambes, là, il en a fait les frais. Ah oui, ça, c'était quelque chose. C'est dommage que ça ait disparu d'ailleurs le saut en skate parce que moi j'ai trouvé ça assez spectaculaire et marrant. Ouais, c'est vite tombé dans les années 80 à peu près, ouais. Et c'est une discipline qui a été supprimée du circuit fédéral par manque de participants. Oui. Et les descentes aussi, les descentes ont eu du mal
à prendre le dessus parce que moi, je me rappelle d'avoir fait un championnat de France à Marseille où il y avait une descente. Il y avait eu plein d'accidents. Il y avait une nana en particulier qui s'était râpé toute la peau du ventre. Wow. Elle avait raté un virage. Oui. Et ça avait refroidi pas mal de gens pour organiser des descentes à l'époque. Mais ça a quand même continué. Mais disons que ça a mis un petit frein. Bah, maintenant, les descentes, il n'y a plus de descentes en compétition ou je me trompe? Non, mais il y a toujours des skateurs qui font de la descente, Ah de oui, toute oui, façon. oui, oui. Oui, bah, Il on y a, voit il des y a, il y vidéos. a, il y a, comment dire, une petite commission de descendeurs à la Fédé, mais qui sont plus sur les cols de montagne, les descentes de grandes routes. Alors bon, évidemment que ça évolue aussi parce qu'à l'époque, on freinait avec la semelle. Eux, maintenant, c'est le dérapage. Ouais, Ils ont des équipements vraiment solides, des casques intégrales, des ouais, gants ouais. spéciaux, des planches spéciales aussi, anti-wobble, avec des trucks dépareillé ou pas. Enfin bon, voilà. Et Ce ça qui reste marchait, quand même. oui, ce qui marchait le mieux à l'époque, c'est la rampe, bien sûr, et puis le freestyle. Le Ouais, freestyle, ça attirait les jeunes parce que ça paraissait facile, ça demandait pas beaucoup d'installation ouais. et les figures étaient de plus en plus difficiles. Et c'est comme ça que j'ai récupéré dans mon club des gens qui n'avaient pas été formés chez nous, comme Pierre-André Sénizergue, José de Matos, il était dans l'équipe marquant, ils sont venus à Paris 13 après, parce ils avaient plus de facilité chez nous, puisqu'on était à la ville de Paris. Ouais, ouais. Paris 13, L'avantage c'est que vous ça? aviez, c'était vous étiez en indoor quand même. C'était un gymnase. J'ai eu plusieurs gymnases, dont Georges Carpentier à la Porte d'Italie, qui était énorme le gymnase, puisqu'il faisait la taille de 6 terrains de handball. Oh, c'est grand, oui. Et là, il y Donc, avait combien de personnes à ton club à l'époque? Parce que là, c'était quand le skate s'est effondré, c'est ça? ben, c'était au début, c'est-à-dire moi j'ai toujours eu en adhérent fixe, j'ai eu à peu près 80-90 inscrits, pas plus. Ouais. Ouais, 90, c'est Ah, bien c'est pas déjà. mal quand même. Oui, Et après, c'est dégringolé vers les années 80, ouais, au c'est ça. moment où il a été question de supprimer le skate, de l'enlever complètement, puisqu'il n'y Oui, avait pas de licenciés. Et les oui. gars voulaient pas se licencier. Alors, raconte-nous ça. Je voulais te demander sur les rampes, mais puisqu'on parle de la fédération et des licenciés, donc je sais que dans le skate, et moi je fais partie de ceux qui pensent que le skate c'est un peu pirate et qu'il faut le garder un peu comme ça, street. Avec Thierry, on faisait plein de choses incroyables quand on cherchait des banks partout, et lui il était encore plus dangereux parce que dès qu'il y avait une rampe quelque part, il fallait y aller, même si c'était des petits cailloux, même s'il y avait des pierres partout, il fallait y aller quand même. Mais donc, il y a cet aspect pirate, et puis il y a aussi l'aspect fédération, quoi. Alors, pourquoi est-ce que c'est important qu'on ait une fédération française de skate, même si 90% des participants ne veulent pas rentrer dans la fédération? C'est tout simplement nécessaire parce que vous n'avez pas de subvention ni de construction de skatepark ni d'installation dans les villes et les villages si vous ne faites pas partie d'une association qui est référencée au ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est clair. Oui. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Moi, je connaissais très bien l'esprit des skateurs et ils étaient indépendants. C'est pour ça qu'ils voulaient pas prendre de licence. Mais même Ouais. quand je leur offrais la licence avec l'argent du club, ils voulaient pas se licencier. C'était pire que ça. Oui, 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 oui. Ben, raconte-nous quelqu'un de célèbre à qui tu as offert la licence gratuite, il n'a pas voulu la prendre. Ben, c'était Chris Taï qui venait s'entraîner tout le temps sur la rampe qu'on avait au stade Boutroux. Et bon, moi, j'étais pas tellement content parce qu'il n'était pas assuré quand il était là-bas. S'il y avait eu un problème, c'était moi qui prenais. Une fois, je lui ai dit, bah, si tu veux, je sais qu'il n'avait pas trop les moyens à l'époque. Je sais si je t'offre la licence et tu viens, tu régularises. Mais du coup, il n'est pas venu pendant un certain temps, puis je l'ai plus jamais revenu. Il a eu peur d'être fiché. Voilà, par c'est le... tout à fait ça. Alors donc, au départ, le skate, c'était avec la Fédération française de surf. Et Oui. puis, ben, tout s'est écroulé. Et après, nous, le skate, on est devenu un petit peu des orphelins, quoi. Et donc, c'est à cette époque-là où toi, tu as pris en compte et toi, tu es devenu président de la Fédération française
Alors, c'était quoi? De skate et surf, de skate, de roller surf? Qu'est-ce qui s'est passé là? Non, c'était président de la section skate de la Fédération française des sports sur roulette. Ok. Et là, c'est à l'époque où. Alors là, on me l'a reproché. Hein. On m'a dit, tu as détruit le skate, tu nous as lâché des surfeurs, etc. Mais les surfeurs, c'était les premiers qui nous avaient lâchés parce que moi, je leur avais proposé, j'avais obtenu du ministère d'avoir des locaux pour la fédération dans le sud de Paris, dans un gymnase. Il y avait des locaux tout neufs qui s'étaient construits. Et on leur offrait les locations gratuites de locaux pour transférer la fédération, mais ils n'ont pas voulu. Ils ont voulu rester surf à Biarritz. Oui. Alors, c'est ça le problème, c'est qu'on a toujours été un petit peu rattaché à une autre fédération ou un autre groupement parce qu'on n'a pas assez de licenciés, quoi. Et donc, tant qu'on n'aura pas assez de licenciés, on ne pourra jamais être tout seul et jamais faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Donc, d'un côté, on dit merci au surf et merci au roller skate, bien sûr. Oui, mais bien sûr. Mais ce qu'on aimerait bien, c'est être. À l'époque, ma société avait pas mal de relations avec le surf aussi, parce que on a été le premier à sortir une planche de surf, une planche à voile, pardon, qui s'appelait la P18, qui avait fait un tabac au salon nautique. On en avait vendu 500 en 15 jours. Oh, wow. Et ça nous a mené à la faillite. Tout simplement parce que la petite société qui les fabriquait sous pression, elle a fait faillite dans l'intervalle pour d'autres raisons qui n'avaient rien à voir avec ça. Donc, elle a été incapable de fabriquer les planches. Et le patron chez nous, il a eu la bonne et très mauvaise idée de racheter les machines pour le fabriquer dans nos entrepôts dans le nord de Paris. Et pour réussir une planche, on a loupé 10. Alors, au bout d'un moment, ça a coulé toutes les autres activités de la société. On avait du tennis, on avait tout un tas de choses et ça nous a coulé complètement parce que on ne pouvait pas récupérer l'argent pour boucher les trous. Parce qu'à l'époque, il y avait une loi qui interdisait les importations d'argent à partir des États-Unis. Et mon patron, qui était donc de la même famille que Garcia, il avait l'argent, mais il était aux États-Unis, il pouvait pas le rapatrier en France. Ouais. Donc, on a été obligé de déposer notre bilan et Impeco a disparu ce jour-là avec le ski, avec tout un tas de choses. Ouais, oh la vache, quelle histoire. Hein. Et moi, je me suis retrouvé au chômage avec une activité qui tournait le feu de Dieu en tir à l'arc. On était devenu le leader européen du tir à l'arc. En skate, on commençait à démarrer. En tennis, on était à Roland-Garros tout le temps. On n'avait que des activités qui marchaient. Et faute d'argent frais, on n'a pas pu continuer. Alors, raconte-nous un petit peu donc les rampes. Alors, toi, tu as fabriqué ou tu as fait fabriquer plusieurs rampes, c'est ça? Ben, c'est surtout les skateurs du club, dont faisait partie Christian Bastien, et puis tous ses copains, qui sont venus avec des planches et avec un marteau, et puis qui ont fabriqué la première planche à Carpentier, enfin la première rampe, et où on a eu tous les problèmes possibles, imaginables avec le gymnase, parce que bien sûr, c'était fermé les installations à 10 heures du soir, et les skateurs passaient par-dessus les grillages pour venir détruire les grillages et rentrer dans le skatepark. Et ça n'a fait que des emmerdements. Il n'y a pas d'autre terme. Classique. Et après, j'ai demandé pour pas avoir de problème le stade Boutroux qui était à la porte d'Ivry. Le stade Boutroux, lui, était un peu à l'écart de la ville. Il était dans les cités, vraiment à la frontière d'Ivry. Et là, ça dérangeait moins parce que ils sont sympas. Ils nous avaient donné un terrain qui était sous le périphérique. On avait tous les gaz d'échappement, tous les saloperies. Ah ouais, sympa. Et après, à la demande des skateurs, j'ai dit bon, essayer de regrouper le skate plus près de la place d'Italie. Donc, on nous avait donné une concession. On avait construit, la ville avait construit. Là, c'est pas nous qui l'avions construit, c'est la ville de Paris qui avait construit une rampe à côté de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, dans un jardin public qu'il y avait derrière. Mais c'est pareil, on avait mis des chaînes pour pas qu'elles soient utilisées le soir, mais les gars, ils coupaient les chaînes et il y avait tous les immeubles autour, les gens se plaignaient et ils ont fait démonter la rampe. Ça a duré 6 mois à tout casser.
Oui, 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 oui. Alors, j'ai lu dans le livre de Thierry qu'à un moment donné, vous aviez construit une rampe et donc les riverains, enfin, il y a eu un problème et ils ont brûlé la rampe. Pas celle-là, elle n'a pas été brûlée, mais je peux vous dire que j'ai été convoqué au commissariat de police plus d'une fois, hein. Ouais. C'est monter un nouveau sport en France. Ouais, ouais. Mais aussi, c'est un petit peu particulier au skate, quoi, parce que tous les skateurs, moi, je me souviens avec Thierry, tous les endroits où il y avait des plans inclinés, on y allait, quoi, que c'était fermé ou pas fermé. Je me souviens qu'on avait été s'entraîner à Paris avec Jean-Pierre Marquand et avec José au slalom dans un endroit où il y avait une sorte de grand bassin. Je sais pas si tu te souviens, Ah, Thierry. si, Donc, il y le avait un bassin réservoir. énorme et il y avait une petite descente donc, qui arrivait de la route jusqu'au fond du bassin. Et là, on avait été s'entraîner parce qu'il n'y avait personne d'autre, quoi. On voulait être tous les trois. Donc, toi, José et moi. Et puis, on s'était entraîné à faire du slalom pendant plusieurs heures, quoi. Il y avait plein de bassins qui étaient utilisés. Il y a ceux qui sont sous la Tour Eiffel aussi, qui ont été Ah oui. utilisés pas mal de fois. Et également toutes les installations qui étaient un peu en banlieue qui ont été utilisées. Et c'est là, dans ces compétitions, que j'ai fait connaissance avec Pierre-André. Bon, Pierre-André, il a pas laissé tomber. Il est resté ami avec son club d'origine, mais il est venu chez nous et moi je l'ai transporté dans des compétitions un peu partout en France. Et je me rappelle qu'on a fait une fois une démonstration pour la télévision à Vittel Mhm. où il voulait faire un. Là, il y a une bande aussi. Il y a une bande qui a été filmée. Et il avait fait du saut, il avait fait du free, etc. Et on s'était déplacé à 3-4 skateurs de Paris en voiture jusqu'au gymnase de Vittel. Et on avait eu Antenne 2 pendant toute une après-midi. Ah, alors je vois qu'il y a Robert Latour d'Affort qui nous dit à Oui, Biarritz, à la même époque, nous avons créé plusieurs associations de skateurs, All Original Free Sport Association et la section skate de club de nageurs, des surfeurs, des ours blancs. C'était mon club. Moi, j'étais aux ours blancs à Biarritz quand je faisais du surf. Donc, Robert, si tu peux retrouver les documents d'il y a 50 ans, tu vas ah trouver mon ouais, nom dans les ours blancs. C'était mon club. Donc, tu vois, même en étant un peu pirate, moi, j'ai été, depuis le début, je faisais partie des gens qui ont compris qu'il fallait absolument se fédérer et faire partie d'un club, etc. Parce que c'était l'une des manières pour faire avancer le skate. Et vraiment, alors ça, c'est un message que je dis, quoi. Moi, je comprends les pirates de skate parce que moi, je suis comme ça, quoi. Mais bon, il faut également que si on veut avoir des endroits pour skater tout seul, si on veut avoir des skateparks, si on veut avoir des rampes, si on veut avoir des compétitions, si on veut avoir un encadrement, il faut absolument être fédéré et former partie d'un club parce que c'est vraiment pas pour l'argent parce que je sais qu'à chaque fois on demande Non, mais les de licences payer, n'étaient mais pas très chères. Les non, licences c'est pas n'étaient pas cher. En très plus, chères. c'est pas cher. Non, C'est pas cher, non. mais ça fait partie que alors raconte-nous ça aussi également, Gérard, parce que toi tu connaissais des gens bien placés à Jacques Toubon, Jacques Chirac, etc., avec qui tu as eu plusieurs fois non seulement des discussions, mais tu as été mangé avec eux et ils t'ont écouté et même en connaissant ces gens-là, ça a vraiment pas fait grand-chose pour le développement du skate. Est-ce que Non, tu mais peux nous raconter ça? disons que tous ces gens-là n'ont pas mis de frein. Ça a débloqué un certain nombre de portes. Parce que moi, à l'époque où j'ai connu, bon, Toubon, il était maire du 13e, donc c'était mon maire. Moi, je faisais partie du comité des sports du 13e, où il y avait toutes les disciplines. Donc, j'avais des réunions avec les présidents de toutes les associations du 13e, y compris le cyclisme et tout un tas de choses. Mais comme je m'étais fait plein de relations à la télévision, ils étaient tout contents de m'avoir parce que je leur faisais avoir des reportages pour le jiu-jitsu, pour tout un tas de choses. Je faisais venir la télévision parce que j'avais des copains qui faisaient des émissions. Ça a été la première chaîne qui a été lancée en 16-9 en grand format. C'était France Supervision, ça s'appelait. C'était une filiale d'Antenne 2. C'est ce qui est passé après sur France 2 est passé en 16-9 en grand format rectangulaire après ces émissions. Mais ils avaient un magnifique car qui me prêtait. La fille qui s'en occupait, bon, c'était une copine
Et elle m'a envoyé la télévision. J'ai envoyé des gars à La Rochelle, filmer la compétition, tout ça, à partir de Paris, parce qu'elle a cherché des trucs originaux pour la télévision. Et il y a plein de films qui ont été tournés, mais je ne sais pas où ils sont. On a tout perdu. Mm. C'était dans les années 70-80, c'est ça? Oui, même un peu avant, parce que j'étais en relation avec cette fille-là par mon roman. C'est-à-dire que j'ai été en relation avec elle pour faire un feuilleton avec mes films. Alors donc, on a sympathisé comme ça, et son mari de l'époque était réalisateur télévision. Donc, on se présentait à l'un à l'autre, et en plus, j'avais un des goals de mon club, des goals de hockey, qui s'occupait de la Plaine Saint-Denis, des studios de la Plaine Saint-Denis. Donc, j'allais à la Plaine Saint-Denis quand je voulais. Il y avait Dorothée, tout ça. On a fait plein de démonstrations avec Dorothée. J'ai ramené José de Matos une fois à l'émission de Dorothée, parce que c'était tous des copains. Donc, même en connaissant Jacques Toubon et Jacques Chirac, on n'a pas pu faire grand-chose pour le skate. En fait, c'est ça l'histoire, quoi. Ben, ça a débloqué des portes petit à petit, mais ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, hein. Créer un nouveau sport. Moi, je suis très content quand je vois des sports qui sont pas connus, qui ont une façade sur le public. Mais non, je vois même là-dedans, hein, le street art, tout un tas de trucs qui viennent aux informations, alors qu'il y a quelques années, on n'en parlait pas. C'est tout sympa, c'est sympa. Oui. Alors, à un moment donné, enfin, quand on a. Je sais qu'il y a 40-50 ans, il y a une vidéo qui avait été faite, une vidéo de 4-5 minutes. Et à la fin de la vidéo de 4-5 minutes, il y a une personne qui avait un vœu pour le skate et qui espérait qu'un jour le skate serait. Alors, je crois que tu te souviens de cette vidéo ou pas, non? Que si le skate allait devenir un jour un sport olympique ou pas? Bah, il y en a eu tellement que là, je confonds vraiment, hein. Tout ce que je peux te dire, que moi j'ai essayé de mon côté. On en a parlé l'autre jour. J'ai fait plein de salons avec le tir à l'arc, mais avec le skate aussi, pour faire connaître au grand public. Les gens qui passaient, c'était pas des skateurs spécialement, mais on leur prêtait des planches, ils venaient essayer, etc. Donc on a fait le salon de l'enfance au CNIT, et on a fait la foire de Paris plusieurs fois. Et sur le stand de la police, parce que j'avais pas de personnel, il n'y avait pas de moniteur de tir à l'arc, de tir à l'arc, il y avait, mais il n'y avait pas de moniteur de skate à l'époque. Alors attends, raconte-tu ça, parce que tu nous as raconté un truc absolument extraordinaire, que dans la police, vous aviez créé une section skate? Oui. Oh, c'est incroyable, ça. Attends, vous avez créé une section skate dans la police? Mais oui, vas-y, il faut que tu nous racontes ça. Parce que si tu veux, moi j'avais des relations avec eux toujours pour le tir à l'arc. Les deux sont liés pour moi, parce que j'ai fait les deux en même temps. C'est le tir à l'arc qui m'a amené le skate, hein, qui m'a amené les portes ouvertes sur le skate. Et là, j'ai fait des stages de formation au Krebs qui est sur la Côte d'Azur, là, je me rappelle plus comment il s'appelle, de directeur de centre de loisirs avec eux. Puis après, on a organisé des concours inter-CLJ, ça s'appelait des centres de loisirs pour la jeunesse qu'il y avait sur les plages. Donc, au début, on faisait des compétitions de tir à l'arc qui démarraient dans le nord de la France, et ça terminait dans la région de Nantibes. Donc, je faisais tout le tour de France. Et après, on a fait une fois avec le skate aussi. Et là, on a entraîné l'autre, comme la police, par exemple. Au début, ils en avaient pas un peu marre, mais je leur ai fait faire plusieurs fois le tir à l'arc avec un stand de tir. Ils m'ont dit, ben, t'as pas une autre activité pour l'année prochaine? Je leur ai dit, ben, on va essayer le skate. Alors, le directeur de la police, qui s'appelait le colonel Tardy à l'époque, m'a dit, oh, mais ils vont jamais vouloir à la direction qu'on mette des flics, c'est qu'à te dire, sur des skates. Des flics en skate. J'ai dit, on va essayer. Alors, on a construit donc au CNIT une espèce de petite forêt reconstituée avec des branches d'arbres, et on avait même mis des modules, des tremplins, des choses comme ça. Mais j'avais personne pour enseigner aux jeunes. Oui. Donc, c'est les flics qui se sont convertis au skateboard, et à la fin du salon, ils savaient bien skater.
Et après, on m'a dit, bon, ben, il y a plein de jeunes qui traînent dans les rues, on va peut-être créer une brigade en skate pour les encadrer. Et il y a eu quelques expériences qui ont été faites, mais il y a pas eu de suite. C'est énorme. Oui. Alors attends. Ouais, ça c'est incroyable. Alors, j'essaie de scoop. trouver une photo où on est. Oui, alors ça c'est vraiment incroyable. Et imagine si ça avait pu se développer et maintenant si on voyait des policiers en skate dans les rues de Paris, quoi, ce serait vraiment incroyable. Ah ben, j'ai bien réussi à les mettre au tir à l'arc, et la gendarmerie, pareil. J'ai mis la gendarmerie, c'est les archers du roi. Ben, j'ai fait des stages à Porquerolles et ils se sont mis au tir à l'arc. Après, j'ai été reçu dans tous les associations de gendarmerie. C'était tous des copains, mais ils sont tous à la retraite. Oui. Alors, je vais juste vous montrer une photo. Alors, attends. Cette photo-là, c'est juste pour illustrer ce que tu disais tout à l'heure avec les passages en télévision et tout. Alors, moi, j'étais avec Rika Zaraï. Donc, à l'époque, elle avait sorti un 45 tours sur le skate. Et donc, on a été. Alors, là, c'est moi derrière, là, avec le casque rouge, avec Rémi Baquès. Donc, partout où elle allait, là, je crois que c'était sur TF1. Et donc, on était invité à faire des démonstrations sur une rampe. Alors, je ne sais pas d'où elle venait cette rampe-là. Je ne sais pas qui l'avait fait, mais bon, c'était là, quoi. Voilà, c'était juste pour dire que oui, ce que tu racontes, je sais qu'on ne doute pas, quoi. Mais bon, c'est toujours mieux avec une photo. Ce qui est drôle, c'est que tu en parles à des gens, si tu veux, le skate, pour eux, c'était un sport de voyous, de gars qui cassaient tout dans les. Il fallait leur prouver que c'était pas ça, que c'était autre chose. Et le fait de les faire participer, c'était intéressant. Moi, j'ai aussi fait 2 tournées de cirque avec Roger Nanzac, Jean Nohain, et aussi Billy Dansoli, c'était un chanteur qui faisait des émissions à la télévision. J'ai tourné avec le Chapiteau pendant 2 mois. Et il y avait des démonstrations tous les jours sur mon stand. Ouais. C'est incroyable ça, parce que tu parles de cirque, mais c'est vrai que le skateboard aussi s'est retrouvé comme numéro de cirque. Alors, je ne sais pas si je dis des bêtises, mais il me semble que c'est notre ami Alain de Moyencourt qui est parti assez longtemps en Italie suivre les tournées d'un cirque en skateboard. Mais Alain de Moyencourt, je crois je l'ai fait travailler au Club Med. Je sais que je l'avais formé au Club Med, mais au tir à l'arc, puisqu'il n'y avait pas de moniteur de skate. Donc, je me souviens d'un stage avec lui. Mais au niveau grand spectacle, alors Thierry et moi, différemment, hein, mais donc tous les deux, on a participé à des démonstrations en Espagne avec la marque Amaya. Et donc, on n'a pas été ensemble, on n'était pas au même moment, quoi. Mais on a tous les deux la même histoire qui fait qu'on a été invités dans des stades de football où il y avait une rampe. Et donc, les stades de football, c'est énorme, quoi. C'est 20 000, 10 000, 20 000 personnes, quoi, tu vois. Et donc, tous les deux, on a dit, c'est incroyable parce que dès qu'on faisait un trick de skate, il y a tous les gens qui se levaient et qui disaient « Olé !» Moi, j'ai connu ça et Thierry a connu ça. Et je dis wow, « c'est incroyable parce qu'en France, on n'avait pas cet engouement, quoi, tu vois. » Non, on a connu des passages vraiment sensationnels. Moi, je me rappelle Alexis Grus, c'était lui qui montait le chapiteau avec lequel j'étais sur la Côte d'Azur. Alexis Grus, il voulait apprendre le skate, il voulait apprendre le tir à l'arc et tout. Il est mort il n'y a pas longtemps, là, cette année, fin 2023, mais c'était un copain. On prenait l'apéro ensemble tous les jours. Ouais. Et tout ça sert par la suite après. Bien sûr. Quand on est connu. Il y a aussi des danseurs professionnels qui se sont inspirés de ce qu'on faisait là, quand on faisait les 360. Ouais. Et ils voulaient qu'on leur explique la technique pour faire plus de tours sur eux-mêmes, en fait. Parce qu'en danse, bien sûr que le 360, ça existe déjà depuis de nombreuses années. Mais nous, on avait une telle maîtrise qu'on pouvait faire des 10, 20, 30, 40 tours d'affilée. Ils voulaient qu'on leur montre la technique. Donc, ça touchait vraiment un tas de milieux, quoi. Ah oui, parce qu'ils découvrent des choses, parce que on n'a pas la science infuse, donc on ne connaît pas forcément toutes les choses nouvelles qui arrivent. Donc, il y a qu'en les présentant au public qu'on arrive à les faire
connaître. Je dis pas que la personne va suivre, mais au moins elle sait que ça existe. Mais c'est clair, oui, oui. Même les médecins, hein, ils étaient intrigués. Hein. Oui, ben. Ah, les médecins, quand ils voyaient la morphologie, parce que, bah, pareil, gaucher, droitier, gauche irrégulière, moi, je sais que les tendons poplités qu'on a derrière le genou, là, c'était les vraies cordes à piano, et il y avait des muscles, il y a quand même des skateurs anciens qui ont connu ce problème-là, des muscles inconnus qui sortaient de la cuisse. C'était à force de patiner, quoi. C'est comme les tennisman qui ont un bras plus gros que l'autre. Ah non, mais c'est amusant. Hein. Moi, j'ai fréquenté tous les milieux comme ça. J'ai connu très bien Jacques Lafitte, le coureur automobile. J'ai connu, je cherche son nom, le champion sud-américain de football là, qui est mort il y a pas longtemps. J'ai discuté avec lui pendant 1 heure. Plein de choses comme ça, parce que dans les salons, Thierry qui a fait aussi des salons, on voit plein de gens passer. Oh oui, ça brasse énormément. Ouais. Moi, j'ai rencontré Mitterrand, Gaston Defferre, les gens passent dans les salons. Hein. Ah oui, ben, Defferre, je l'ai fait tirer à l'arc. Mitterrand, j'ai pris un pot avec lui. Bon, enfin, on est présenté, quoi. Mais bien sûr. Même les émissions de télé, hein, on rencontre un tas d'artistes, d'animateurs, c'est incroyable. Hein. La tête et les jambes, ça t'a fait connaître d'une façon incroyable. Hein. Ah oui, ça, c'est sûr que ça fait connaître vraiment le skateboard, on va dire, à l'échelon national, même au-delà. Hein, c'est la grosse. Et je regardais à l'époque, c'était un événement. Ah oui, c'est un événement. Effectivement, le skate n'était pas encore médiatisé à ce point-là, mais ça a été l'explosion suite à cette émission. Les ventes ont augmenté, les pratiquants aussi, les scores ont explosé partout, en termes de licenciés aussi. Quand même, il y avait 35 000 licenciés skateurs à la Fédération française de surf et skate. C'est quand même un truc de fou, quoi. 35 000, c'est énorme. C'est toutes ces choses-là qu'ont pas compris les premiers skateurs. Bon, ça s'est fait petit à petit, mais c'est normal qu'on parle d'un sport quand il apporte quelque chose ou une activité nouvelle aux gens. Bon, faire son skate dans un coin de rue ou sur une rampe ou sur un morceau de tonneau, c'est bien. Il y avait les tuyaux Bona qui faisaient des tonneaux, des gros tonneaux là. Oui, je suis à l'origine de cette histoire-là. Eh ben, j'y étais au tuyau Bona. On était allé avec des skateurs. Je sais plus qui c'est qui. Il devait avoir José, il me semble. J'aurais dû demander des droits là, parce que franchement, avec l'entreprise de Monsieur Gros, le papa Éric Gros, qui était dans le bâtiment, et il travaillait avec Bona, et après ils ont conçu des rampes et un tas de projets pour mettre dans les squares et autres. J'ai été associé avec son père à Éric. D'accord, ah bah oui, c'est une grande famille. Hein. Ouais. On avait créé Mondial Archery ensemble. Alors ça, c'est pour les anciens du skate, c'est en anglais, mais donc il y a la dame qui dit Bobby, tu as fait du skateboard toute la journée, c'est l'heure de rentrer à la maison. Et après, elle dit franchement, de temps en temps, je me demande pourquoi je me suis marié avec ce gars-là. Donc c'est les tontons skateurs, quoi, tu vois. Ouais, elle est bonne. Et on continue. Mais pour rebondir sur les histoires de licenciés, on peut le comprendre, hein, parce que l'esprit rebelle, comme tu dis, pirate, Xavier, avant tout, c'est un loisir, c'est une culture au sens large, même au-delà du phénomène sportif, qui représente qu'une minorité qui ont voulu suivre les circuits, les compétitions. Voilà, ça c'est le côté athlétique de la pratique, et c'est vrai que c'est athlétique, c'est un art martial, le skateboard. Mais ça représente qu'une petite minorité, c'est quoi, 1% à tout casser. Les périodes 80 où il n'y avait plus rien, c'était hyper important de se licencier pour être puissant, pour être représenté auprès des institutions et des décideurs, parce que ces gens-là, ils sont avides de chiffres, c'est des statistiques qu'ils veulent. Donc vous arrivez avec on est 10, mais attendez, mais on va pas lâcher je sais pas combien de centaines de milliers de francs dans un skatepark pour 10 lascars, quoi. Mais non. bon, surtout que ça a des inconvénients aussi pour le public, parce que ça fait du bruit. Et donc,
j'allais parler de ça. Le problème de ces infrastructures en bois, c'est qu'elles faisaient caisse de résonance. Ouais. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de ces installations qui ont été faites en dehors des villes, sur les extérieurs, et dans les endroits plutôt, je dirais pas mal famés, mais qui desservaient finalement le pratiquant quoi, lui-même. Alors ça finissait soit c'était brûlé, soit c'était cassé, vandalisé, voilà. Et puis les contraintes, parce qu'il fallait replaquer au minimum une fois par an, parce que c'est pas la Californie, il pleut, donc les surfaces de roulement elles étaient vite esquintées, donc c'est quand même un entretien. Mais Non, mais ils ont remis le temps, et là on est dans la génération béton, ça rend pas l'écho, et c'est pérenne, et au moins il n'y a pas de souci. Et ça pousse comme des champignons. Et là je pense que c'est aussi l'effet JO. Ouais. L'effet JO, ça. Alors moi, bon, je vais dire bon, parce que je suis quand même un rebelle aussi. J'ai pratiqué beaucoup la rue, comme on disait, les spots, etc. Mais effectivement, on va pas cracher sur le skatepark. Moi, quand j'entends des jeunes qui me disent ouais et tout les JO, voilà, ils sont pas d'accord. Et j'ai dit mais, oh, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es dans un skatepark, mon gars. S'il n'y avait pas eu l'effet JO, pourquoi cracher sur quoi bien tu sûr. rides, tu vois? Voilà, faut pas faire d'amalgame. Il y a un truc qui m'a fait très plaisir, c'est que bon, il y a Robert Merriot qui s'occupait de la fédération pendant longtemps. Oui, Dr. Skate, oui. Dr. Skate. Il était originaire de Concarneau, en Bretagne, là. Il est enterré d'ailleurs au cimetière de Concarneau. Et il y a les skateurs qui ont fait une rampe à 20 mètres à vol d'oiseau de sa tombe. Oh là, ah oui, effectivement. Le hasard, comme quoi. Non, c'est pas le hasard, ils savaient, ils venaient les voir tout le temps. Non, non. Il y a des connexions comme ça qui se font. Moi, j'étais chez Gérard Almuzara dans sa pampa là-bas, et un de ses voisins proches, il a très bien connu Robert Mériou. Le monde est petit finalement. Hein, quand on met le doigt sur un domaine comme le skateboard par exemple, bien d'autres bien sûr, il y a toujours des connexions qui se font. C'est incroyable. Robert, moi j'ai travaillé en collaboration avec lui pendant des années. Hein. Il est resté un moment comme président de la fédération. Tout le monde se demandait pourquoi il s'était intéressé à ça. C'est un médecin. Oui. Psychologue. Prêtre et médecin et psychanalyste. Psychanalyste, ouais, c'est ça, oui. Non, mais il était marrant comme tout. On a mangé des quantités de fois ensemble. Moi, à l'époque, je m'occupais de tellement de disciplines que je ne pouvais pas consacrer tout mon temps au skate. Mais on se voyait toutes les semaines. Ouais. J'allais le voir là-bas. Moi, je me souviens que quand j'allais chez Dr. Skate, donc j'entrais par la porte principale et il me disait bah, j'ai un rendez-vous dans 1 heure là. Ah, ok, alors on discutait pendant 1 heure et au bout d'1 heure, il me disait bon, maintenant il y a mon client qui va arriver là et il me faisait sortir par la petite porte de derrière. Et moi je disais mais pourquoi je ne porte pas par la grande porte de devant? Il me disait non, tu comprends pas, c'est pas possible. Et non, je comprenais pas quoi. Je disais pourquoi je dois sortir par la petite porte de derrière quand je rentre avec la grande porte de devant, tu vois. Mais maintenant je comprends évidemment. Il y a des relations privilégiées entre les docteurs et leurs patients. À l'époque, il était bien connu parce que quand à ses obsèques dans l'église dont il s'occupait, où il y a toutes les vedettes là qui sont enterrées, ou pas enterrées, mais où il y a les messes des vedettes, il y avait du monde à son enterrement. Hein. J'y étais à son enterrement, l'église était pleine. Hein. Oui. Ouais, ça a été un sacré personnage. Hein. Mais il faisait partie de tous ces, ces pseudo-fédérations quand même. Il avait créé l'Association française de skateboard. Il ne s'occupait pas du surf ni rien. C'était des associations rebelles pour essayer de maintenir à flot la pratique et de rendre service aux pratiquants eux-mêmes pour, dans le cadre d'organisation, de déplacements ou autres, et créer des noyaux durs de sociabilisation, de communication, et j'en passe. Et pas que d'ailleurs, parce qu'il y a eu plusieurs territoires qui ont formé eux aussi leur pseudo-fédération. Hein. Faut pas se voiler la face, hein. Mais ça, c'est pas contre qui que ce soit, c'est pas des guerres de clochers, hein. C'est légitime quelque part quand il se passe plus rien, que le surfeur ne répond plus et que les skateurs ils ont un besoin et c'est la passion qui a fait vivre tout ça et qui a créé ces liens-là. Donc c'était évident. Hein. À un moment donné, voilà. Je crois que c'est la même chose. C'est la même chose dans tous les sports. Pratiquement, on n'est pas au courant parce qu'on s'en occupe pas, mais il y a toujours des antagonismes, des gens qui veulent tirer la couverture à eux, etc. Ah,
Moi, j'ai jamais fait pour ça. Ça m'a coûté plus d'argent que ça m'a rapporté. Oui, moi ça m'a coûté aussi beaucoup. Hein, Ouais, à je plein, vous à le plein de cache gens, pas. hein, à plein de gens. Surtout à l'époque où le skate s'est effondré, quoi. Nous, on y a cru, et puis, mais quand il n'y avait plus personne qui suivait derrière, au bout d'un moment, Je me rappelle quand je les ai amenés à Marseille ou je les ai amenés à Verdun, aux compétitions, etc. C'était moi qui payais le transport, hein. C'était pas les skateurs ni le club. C'était moi qui payais les carburants et tout, hein. ouais. Même les hôtels à Bourg, je me rappelle, une fois j'avais payé l'hôtel, il y avait José et puis d'autres skateurs, j'avais payé l'hôtel. Donc on peut dire qu'on était mordus. Oui, Ouais, c'est ouais, ça, c'est ça. En tant que dirigeant, je compte plus non plus les fois où j'ai fait le taxi. Hein. C'est ouais. comme ça. Hein. Mais tu vois, c'est ce que j'ai dit au départ dans l'introduction, quoi. C'est qu'il y a des gens qui étaient sur le devant de la scène, et puis il y a des gens, et puis c'est important, mais bien entendu, parce qu'on est sur le devant de la scène, mais aussi on a besoin de personnes qui sont derrière la scène et qui sont pas forcément connues et qui aident les gens. C'est comme les artistes, quoi. Un artiste, un Ouais. chanteur, n'importe quoi, il a besoin d'un coach, il a besoin de quelqu'un derrière qui lui dise qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire, qui l'entraîne à chanter, qui fait des répétitions, etc., qui signe les contrats. Et l'artiste, il est là pour faire sa profession d'artiste, quoi. Alors nous, en tant que skateur, nous, on est là pour faire du skate et on a besoin de personnes derrière qui sont moins connues, qui font tourner tout le projet, quoi. Et toi, Gérard, tu as été une des personnes qui était derrière et qui a fait que le skate, il continuait à tourner. Et nous, les artistes, on pouvait continuer à faire des promotions, des démonstrations, des compétitions, etc., etc., quoi. J'ai Donc, fait une émission avec Vincent Perrault à la télévision en particulier. Sa question, hein, j'ai fait plusieurs émissions, mais sa question, mais pourquoi Gérard, tu t'es intéressé à ce sport? Il me dit, mais tu fais pas de skate, tu fais pas de roller. Et j'ai dit, il n'y a pas besoin d'en faire pour pouvoir aimer, pour pouvoir s'occuper des gens qui en font. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses complètement opposées. Ok, merci beaucoup. En fait, on devait faire 40 minutes et on a fait 1 heure. Donc, Thierry, je ne sais pas si tu as encore des questions à poser à Gérard. Je sais qu'on a plein de questions, mais peut-être quelque chose d'important qu'on a oublié. Pas spécifiquement, on a fait le tour de la question. C'est vrai que là, on a découvert des choses, des anecdotes assez incroyables. Voilà, faut pas oublier tout ça. Que des personnes comme lui ont vraiment apporté aussi d'eux-mêmes pour que la passion et que les skateurs puissent survivre entre guillemets dans des périodes comme ça a été dans les années 80. Et c'est un bienfait. Voilà, faut pas que ça reste lettre morte. Je pense que c'est bien de l'avoir invité aujourd'hui quand même, Gérard, parce qu'il a quand même apporté énormément aussi au skateboard en son temps. Ah ben, de toute façon, j'ai jamais voulu être en première ligne. Volontairement, je suis toujours resté. J'ai mis en avant, là, dans le club, il y avait Pierre-André, il y avait José, il y avait il y avait Christian. Je les mettais toujours en avant. Moi, j'y allais jamais, hein. Mais j'ai organisé le truc derrière. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Les hommes de l'ombre. Oui. Voilà. Eh bien, merci Gérard, merci Thierry. Donc, on va s'arrêter là. Donc, nous, on est en direct tous les samedis à 18h, heure de Paris. Si vous êtes aux États-Unis ou en Californie, pour moi, là, il est 10h du matin. Donc, on sera encore là samedi prochain. On aura, à Deux chaque fois, on a des invités. bonnes surprises. On a deux invités de prestige samedi prochain. Oui, oui, oui. Donc, il faut vraiment pas rater. Samedi prochain, donc à 9h du matin, heure de Paris. Merci Non, Gérard. Peut-être un mot pour la 18h. conclusion de ta part, Gérard? Bon, ça m'a fait plaisir de renouer avec le skate, parce que vu mon âge canonique, je suis un peu à l'écart. L'an dernier, il y a eu un reportage avec France Culture là, qui est passé à la radio. Il s'est déplacé de Paris pour me faire une interview, mais il n'a pas diffusé une seule minute. C'est toujours comme ça que Oui, ça en se passe. effet. Ils font 1 heure ils enregistrent pendant 1 heure et ils passent 1 minute. Bon, Ah là, rien du tout, il n'a même pas parlé de moi, rien du tout. Ah ben mince, oui, je vois qui c'est, oui, 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 oui. Il a parlé que de Dr. Skate pendant tout oui. l'interview. Ouais, c'est D'accord. des choses qui En tous les arrivent. cas, merci beaucoup Gérard, ça fait plaisir.
Soigne-toi ta petite bronchite, là, apparemment. Et puis, Ah ben, ça va mal aujourd'hui. En plus, j'ai 38 de fièvre, tu vois. Waouh. oh là là, profite bien de l'air marin et Ouais. bon retour chez Les toi dans le embruns. Tarn pour après. Et puis, à très vite pour les nouvelles et la suite, Ok. au besoin. Voilà. Bon, Merci, salut à tous. merci Bonjour à Gérard, la merci Thierry. Californie.